Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour cette troisième et dernière table ronde de la journée. Je suis Lucas Pastel, je suis chargé de déploiement pour la plateforme de l'inclusion. Et pendant l'heure et demie qui va suivre, on va parler d'un des sujets essentiels de l'accompagnement et des métiers de l'inclusion, à savoir le travail en réseau et le travail collaboratif. Alors on le verra tout au long de nos échanges, c'est une thématique qui est très large, qui pose beaucoup de questions et qui regroupe beaucoup d'enjeux. Mais l'aspect collaboratif dans le travail d'accompagnement, c'est également un vecteur de nombreuses opportunités pour favoriser l'insertion des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc avec cette table ronde, on va essayer de s'intéresser à trois problématiques bien précises. La première, c'est comment tirer parti de la force d'un réseau pour améliorer les actions en matière d'insertion. La deuxième, c'est comment on peut concilier harmonisation des pratiques avec les spécificités qui sont liées au métier de l'insertion et au territoire sur lesquels on peut travailler. Et puis la dernière, c'est comment on arrive à générer des opportunités, notamment grâce à une logique partenariale pour les personnes accompagnées. Pour parler de ce sujet, je serai bien entendu pas seul, et donc je vous propose tout de suite de faire un petit tour de table des invités du jour. Je vais commencer par vous, Aurélia d'Albaret, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes co-directrice de Emmaüs Coup de Main. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre structure ? Alors oui, Emmaüs Coup de Main a été une association qui a été créée en 1995 dans le nord-est parisien. À l'origine, c'était pour venir en aide à la population rome-roumaine des bidonvilles. Au fil du temps, elle s'est structurée avec des bric-à-brac puis des boutiques, et c'était surtout des compagnons qui travaillaient au début dedans. Et à partir des années 2000, ou 2005-2010, on a créé des ateliers et chantiers d'insertion. On a rejoint le mouvement Emmaüs en 2011. Aujourd'hui, l'association porte trois projets, à trois grandes missions. La première, c'est l'hébergement. La deuxième, c'est l'insertion par l'activité économique. Et la troisième, c'est le remploi des objets. L'hébergement, en deux mots, on héberge 14 familles dans des appartements en diffus sur Paris. Avec l'équipe hébergement, elles vont être accompagnées de manière globale, c'est-à-dire sur toutes les problématiques sociales. Et le but étant qu'à l'issue de leur passage chez nous, généralement 3-4 ans, elles puissent bénéficier d'un logement social. L'insertion par l'activité économique, donc on accompagne chaque année environ 120 salariés à travers 2 chantiers d'insertion, un à Paris, un à Pantin. Et donc on les fait travailler sur des métiers. On a nos opérations, c'est des activités type Emmaüs. Traditionnelles de ressourcerie. Donc, ils interviennent dans des métiers, comme on a 5 boutiques, des métiers de manutention, chauffeurs, livreurs, vendeurs, etc., agents de tri. Donc, on a 5 boutiques, on a 2 entrepôts, et le but, en fait, c'est qu'à l'issue de leur passage chez nous, donc ils ont des contrats allant de 6 mois à 2 ans, ils bénéficient d'un accompagnement et social et socio-professionnel pour lever les freins, les éventuels freins sociaux, et aussi définir leur projet global. Donc ils puissent trouver un emploi, et ils vont bénéficier d'un parcours d'accompagnement très resserré de la part de notre équipe de travailleurs sociaux, et aussi de formation assez conséquente, notamment en termes de français, puisque c'est plus d'1 jour par semaine qu'ils vont passer en cours de français pour le public non francophone. Et voilà, et donc le but, c'est que les salariés qui passent en parcours chez nous trouvent un emploi, sortant en CDI ou CDD ensuite, ou en formation. Très bien. Eh bien, merci pour cette présentation. Je vais enchaîner avec vous, Louise. Donc, vous êtes conseillère en insertion professionnelle au sein du groupe Vitamine T. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu l'organisation du groupe et puis votre rôle ? Alors, le groupe Vitamine T, en fait, est spécialisé dans l'insertion par l'activité économique. Donc, il existe depuis les années 70. Notre siège se trouve à Léquin, du côté de Lille. Donc, groupe Vitamine T, c'est aussi une trentaine de filiales basées en fait, essentiellement sur la région nord-est, partie nord-est, donc région Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Île-de-France. Donc, moi, je travaille pour une des filiales qui s'appelle Mediapol, qui est une entreprise d'insertion. Donc, Mediapol Île-de-France est implantée ici depuis 2016. On est prestataire de la SNCF. Nos salariés travaillent comme agents de médiation dans les transports en commun. En fait, leur but, c'est d'accueillir, orienter et faire de la prévention auprès des voyageurs.
Voilà, on intervient essentiellement sur les lignes franciliennes, donc on est présent sur tous les départements, sauf du coup les Hauts-de-Seine et Paris. Ok. Merci beaucoup. Et pour cette table ronde, j'ai aussi le plaisir d'accueillir deux de mes collègues de la plateforme de l'inclusion. Donc Siam, tu es chargée de déploiement pour la communauté de l'inclusion. Bonjour. On reviendra en détail tout à l'heure sur la communauté de l'inclusion et sur tous les aspects. Je précise aussi que tu es ancienne conseillère en insertion et qu'à ce titre, on reparlera de pas mal d'aspects de l'accompagnement avec toi. Et enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Fanny. Donc Fanny, tu es responsable des partenariats pour la plateforme de l'inclusion et surtout grand témoin de cette table ronde. Et donc, à ce titre, je vais te laisser peut-être me faire une petite introduction, puisque on sait que chacun a sa définition des réseaux et on met un peu des notions clés assez variées derrière. Dans le cadre de tes activités, tu mènes beaucoup d'expérimentations sur cette logique de réseau et sur le travail partenarial. Donc en introduction, je te demanderais quels sont les apprentissages que tu as tirés de ces expérimentations et surtout quelles questions ça soulève à l'échelle de la plateforme de l'inclusion et à l'échelle du domaine de l'inclusion en général. Bonjour, merci beaucoup. Très honorée d'être là en tant que témoin de cette table ronde. Et effectivement, c'est un sujet qui nous pose énormément de questions. Donc, si on regarde le petit Robert, on voit qu'un réseau, c'est un groupe de personnes qui sont liées par des intérêts communs. Mais ça peut aussi faire référence à une plateforme qui met en lien des personnes sur Internet, donc notamment les réseaux sociaux. Et du coup, c'est vrai que pour nous, ça fait très écho parce que beaucoup de nos services sont des services numériques et on passe une grande partie de notre temps à faire des mises en relation. Donc, effectivement, c'est vraiment une question qui est au centre pour la plateforme de l'inclusion. Et donc, je vais vous partager 6 questions qu'on a. Donc, si vous êtes en ligne ou si vous êtes là, on est très intéressés pour travailler avec vous, pour voir comment on peut progresser sur ces thématiques. Et donc, la première, on se rend compte que, effectivement, les professionnels de l'inclusion se voient d'ailleurs souvent comme faisant partie d'une chaîne. Et donc, le réseau, c'est quelque chose d'assez naturel. Et pourtant, il y a des moments où on sent que c'est vraiment important de les accompagner pour justement tisser leur toile. Et donc là, notamment, on voit qu'il y a des chargés d'insertion professionnelle. Lorsqu'ils sont en début de parcours, et bien là, c'est là où, tout d'un coup, il faut aller assez vite pour, et en tout cas, bien comprendre et être aidé pour créer son réseau. Donc nous, c'est une question qu'on se pose, c'est comment on fait pour aider ces CIP, chargés d'insertion professionnelle, à construire leur réseau. Un deuxième questionnement qu'on a pu avoir, c'est on a l'impression que parfois, il y a besoin de passer un peu plus à l'échelle ce réseau, de le renforcer. Et donc, une expérience qu'on a pu avoir, j'appellerai pour le témoignage la personne avec qui on a travaillé, Marie. Donc, Marie, on la rencontre, elle est déjà accompagnée par une assistante sociale. Elle est en situation financière assez difficile et elle déménage. Elle doit trouver un moyen de faire financer son déménagement, sauf qu'elle déménage dans un autre département. Et donc, jusqu'à présent, avec les relations avec son assistante sociale, elle ne trouvait pas de solution. Et donc, il y avait un blocage à ce niveau-là. Et donc, nous, on était aussi un peu démunis pour l'aider à trouver les financements. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a expliqué son problème. On a envoyé son problème à une centaine de professionnels de l'inclusion, en anonymisant du coup son nom. Et suite à ça, on a eu des retours de professionnels qui parfois avaient demandé à leur propre réseau et on a pu découvrir du coup qu'il y avait la possibilité de faire de la portabilité et donc le déménagement de Marie a pu être financé grâce à ça. Donc là on voit qu'il y a peut-être des choses à faire et notre question c'est est-ce qu'on peut passer à l'échelle ce type de démarche, comment ça fonctionne, comment on fait aussi pour peut-être pas sursolliciter les professionnels, on en a parlé dans la table ronde d'avant. Une troisième question qu'on se pose, c'est donc là on a vu qu'on pouvait passer à l'échelle, mais aussi est-ce qu'on peut désiloter ces réseaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour que dans la communauté de l'inclusion, on ait des spécialistes qui viennent, donc par exemple, puisque la Fédération Addiction pourrait venir parfois sur certaines thématiques, que ce soit liées aux addictions, à la santé mentale, etc. Et au-delà en plus de désiloter, il y a les spécialistes, mais il y a aussi ce qu'on pourra appeler d'une certaine manière peut-être le réseau insertion un peu invisible, où en fait on se rend compte que dans un parcours d'insertion, il y a plein d'acteurs qui peuvent être des maisons de la jeunesse et de la culture, des bailleurs sociaux, parfois aussi peut-être des gardiens ou des écoles primaires. Et du coup, est-ce que ces acteurs-là, on peut les aider? Est-ce qu'on peut travailler avec eux? Certains sont déjà orienteurs sur les emplois de l'inclusion, qui permettent de faire des orientations vers des structures d'insertion. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut mieux les inclure?
Une autre question qu'on se pose, c'est très lié là, du coup, au numérique dont je parlais au départ, parce qu'on se dit quels sont les meilleurs formats, comment est-ce que nous, on peut être utile dans cette mise en réseau. On sait qu'on oriente parfois difficilement vers des gens qu'on ne connaît pas, que le numérique n'a pas vocation à remplacer. Est-ce que décliner la communauté de l'inclusion en espace physique, est-ce que ça peut être intéressant? Ou alors, créer plus de moments synchrones, donc on est tous en même temps. Par exemple, là, cet événement, et ça c'est un peu une question pour les gens aussi qui nous écoutent, est-ce que, est-ce que ça vous aide? Est-ce qu'on peut répercuter ce type d'initiative où on est tous au même moment en train de parler de certaines thématiques? Donc ça, c'est des choses qui nous animent beaucoup. Est-ce qu'on peut mieux personnaliser, peut-être donner plus d'informations sur, par exemple, les structures vers lesquelles orienter, etc., pour résoudre aussi ces freins du numérique? Et un autre questionnement qui est aussi lié du coup au numérique, c'est comment est-ce qu'on fait pour que le numérique ne vienne pas justement entacher la relation? On l'a dit, la confiance est vraiment au cœur de la relation. Et moi, je pense souvent à une professionnelle qui nous racontait que le jour où elle s'est déjà sentie libérée et elle a progressé dans son travail, c'est lorsqu'elle accompagnait quelqu'un, elle a décidé de mettre l'écran de côté et de regarder la personne dans les yeux et de pas laisser l'écran, le numérique s'interposer. Et donc nous, comment est-ce qu'on fait pour faire des outils qui sont vraiment au service du lien, qui s'effacent dans la relation entre la personne accompagnée et l'accompagnant? Donc ça, c'est des choses très fortes. Et je finirai du coup par une dernière question pour vous, qui est sur comment on accompagne le réseau des candidats, des personnes en insertion. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc tous les mois, on met en relation une personne éloignée de l'emploi. On met environ 30 000 personnes éloignées de l'emploi avec des employeurs, que ce soit des employeurs solidaires ou des employeurs classiques. Notamment, un exemple, c'est avec Immersion Facilitée, donc pour les immersions professionnelles. Il y en a à peu près 10 000 par mois aujourd'hui. Donc on permet à un candidat de rencontrer une entreprise. On a fait ça aussi grâce à notre réseau, là plus de partenaires. Donc un exemple, on a travaillé avec les chambres de commerce et d'industrie pour faire du démarchage téléphonique d'entreprises qui sont venues s'inscrire. Et aujourd'hui, c'est 40 000 entreprises qui sont dites accueillantes, donc qui sont déclarées comme pouvant accueillir des personnes en immersion. Donc ça, c'est pareil, comment on fait mieux, comment on améliore le taux de réponse de ces entreprises, comment est-ce que les rencontres qui se font sont améliorées. Donc ça, c'est pareil. Et donc tout ça pour dire en bref que nous, on est très très intéressés par ces échanges parce que c'est en permanence des choses sur lesquelles on veut progresser. Donc très heureuse d'être là aujourd'hui. Écoute, merci beaucoup pour cette introduction. Comme on disait au début, beaucoup de questions et beaucoup d'enjeux autour de cette logique de réseau et de travail collaboratif. On va commencer par une première partie sur ce qui concerne le travailler ensemble, la collaboration interne et comment on arrive, grâce à son réseau interne, à construire des accompagnements qui vont beaucoup plus loin, qui sont beaucoup plus qualitatifs. Je vais commencer avec une question pour vous, Aurélia. Donc, vous nous avez dit, vous faites partie de la fédération Emmaüs avec Emmaüs Coup de Main. Chaque association de la fédération Emmaüs est indépendante dans son fonctionnement, même si elle appartient à ce réseau. Ma première question, c'était, ça apporte quoi concrètement de s'adosser à un réseau aussi vaste que celui d'Emmaüs, autant du point de vue du lancement d'une activité que du point de vue de l'activité au quotidien? C'est quoi les apports d'un réseau comme Emmaüs? Alors d'abord, nous on bénéficie donc du nom d'Emmaüs. Donc Emmaüs France, c'est la fédération qui fédère donc 300 associations qui sont indépendantes. Chacun est adhérent, et mène sa propre activité. Au-delà du nom, on bénéficie surtout d'une énorme boîte à outils sur tous les sujets. Ça peut être des sujets très opérationnels. Là, dernièrement, c'était avec la mise en place de la loi AGEC contre le gaspillage. Il s'agissait, je ne sais pas, Emmaüs France nous a aidés à trouver des nouveaux débouchés et à gérer toute la partie partenariat pour que nous, on puisse augmenter notre force de frappe au niveau des partenariats, de la matière qu'on puisse récolter. Et, notamment avec les éco-organismes, c'est ceux qui gèrent toute la partie recyclerie.
Donc, grâce à des partenariats tissés avec eux, on fait par exemple des collectes tous les samedis à Paris. Je pense que vous avez déjà vu nos camions. On fait ça en partenariat avec Emmaüs Défi aussi. Et donc, tous les grands partenariats, ou alors on est sollicité pour aller vider des hôtels. Voilà, ça, c'est les gros partenariats, c'est grâce à Emmaüs France qu'on les a. Ensuite, ils ont toute une force dès qu'on a des soucis. On peut bien cibler, on peut faire appel à eux. Il y a des spécialistes un petit peu dans tous les domaines, sur, je sais pas, améliorer l'espace de vente. Et aussi, d'un point de vue financier, on va pouvoir bénéficier de plusieurs appels à projets sur différentes thématiques. Donc, quand on veut refaire une boutique ou quand on veut, je ne sais pas, lancer un atelier d'électroménager, par exemple, ils vont nous aider et nous financer à hauteur de, voilà, financer chaque groupe. Et surtout, ils ont ils font tout le plaidoyer, en fait. C'est eux qui vont aller à Matignon, etc., porter les grands sujets, les sujets de solidarité, les sujets qui nous concernent tous sur la grande précarité. Et donc, nous, on pourra s'adosser aussi sur tout le travail qu'ils font et ne pas le refaire derrière. Et j'en profite aussi. Aujourd'hui, c'est la commémoration des 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre qu'il avait lancé en 1954. Et donc, on se retrouve tous à 18h pour faire une marche à partir de la rue de la place de la Montagne Sainte-Geneviève, où il y avait eu le premier décès qui avait donné lieu à l'appel sur les ondes. Donc une femme qui avait son papier d'expulsion dans les mains était morte gelée cette nuit-là. Et parallèlement à ça, avec les autres groupes Emmaüs de Paris, on a lancé aussi un appel à une mobilisation citoyenne pour que tous les Parisiens nous apportent des vêtements chauds, des couvertures, etc. Tous les renseignements sont sur nos sites internet. Et donc, on est lieu de collecte. Toutes mes boutiques sont lieu de collecte, etc. Et les autres Emmaüs aussi. Et donc, ils n'hésitent pas. Et nous, ensuite, on les redistribuera aux associations qui luttent au quotidien pour aider les sans-abri, c'est-à-dire Utopia 56 ou La Chorba ou encore Assina. Voilà, donc nous, c'est vraiment faire un travail de redistribution parce que ces associations peinent au quotidien à trouver de quoi réchauffer les personnes qui, malheureusement, dans la rue, 3000 à Paris. Merci de nous avoir partagé ces initiatives déjà. Et donc si je comprends bien, ouais, une force de frappe augmentée quand on veut mener des grandes actions et qu'on se positionne sur des grandes causes, et aussi bénéficier d'expertise bien ciblée au sein du réseau qui peuvent vous apporter... Et aussi de l'expertise de chacun. Enfin, il y a Emmaüs Connect, voilà, qui réduit la fracture numérique. La Belle Emmaüs, c'est toute la vente en ligne. Donc tous les groupes Emmaüs vont faire la vente en ligne en passant par eux. Ou je sais pas, les ateliers Emmaüs qui eux, ils vont retaper, créer toute une ligne de meubles. Donc on peut faire aussi appel. Voilà, c'est plus essayer de capitaliser sur les spécificités de chacun et arriver à recréer une chaîne de valeur en fait déjà en interne avec toutes les associations de voilà, et on a tous un petit peu les mêmes problématiques et c'est pour ça que Emmaüs France mutualise tous nos besoins et ensuite les redistribue à chaque groupe. Et ils sont organisés en branches parce qu'il y a la branche hébergement, la branche atelier d'insertion et la branche communauté qui sont toutes chacune a ses spécificités. Donc, voilà. Ok. C'est un bon exemple de comment on peut travailler en réseau en interne déjà. Louise, vous nous le disiez tout à l'heure, vous êtes adossée, en tout cas Mediapol est adossée à un groupe d'une trentaine de filiales qui sont toutes des structures d'insertion par l'activité économique. Est-ce que vous pouvez nous illustrer un peu concrètement comment au quotidien vous arrivez à capitaliser sur ce réseau d'une trentaine de structures et à améliorer votre impact en tant que conseillère en insertion auprès de vos bénéficiaires et avec vos collègues ? Nous, on a énormément de chance justement d'être plusieurs filiales et de pouvoir vraiment travailler. Le lien est très facile de faire avec les autres CIP. Donc ça va vraiment, ça peut être aussi partir du recrutement, parce qu'on a les agences locales d'insertion du coup dans le 93. Donc pour toutes nos structures se trouvant dans le 93, c'est vrai qu'on peut faire appel à eux aussi pour le recrutement des allocataires du RSA. Et aussi au niveau de l'accompagnement, ça nous permet de faire de l'accompagnement collectif. C'est-à-dire que tout ce qui va être atelier technique de recherche d'emploi, ou même intervention d'entreprise, on a un impact beaucoup plus fort justement quand on est plusieurs CIP et aussi avec beaucoup de salariés en insertion professionnelle. Et ça nous permet aussi de mettre en commun un petit peu sur nos difficultés au niveau de l'accompagnement en individuel. Et là, par exemple, en fait, on s'est posé ensemble avec d'autres collègues et on s'est rendu compte qu'on avait, justement, par rapport à la préparation à la sortie, avec nos salariés en insertion professionnelle, on avait des difficultés par rapport à leur intégration dans l'entreprise classique.
Donc en fait, on a créé et monté un atelier qui s'appelle le BABA du monde de l'emploi, où justement, en fait, on reprend un peu tout ça, donc les droits et devoirs en tant que salarié, mais aussi, en fait, comment aborder, arriver dans un nouvel environnement et justement garder ce côté écoute, assertivité, donc savoir dire non tout en respectant l'autre, etc. Et on a aussi travaillé sur un atelier social pour justement, on a constaté qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport à ça. Nous, on est des entreprises d'insertion, donc on n'a pas forcément des travailleurs sociaux avec nous au quotidien à travailler. Ça va être plus du point de vue territorial, donc on n'en a pas en interne. Donc c'est vrai que là, on a décidé de prendre un peu les devants et de parler de tout ce qui est santé, logement, autour d'un atelier et autour du jeu aussi, pour que les personnes puissent elles-mêmes échanger avec les autres et parler des bonnes pratiques qu'ils font entre eux. Okay. Je vais prolonger un tout petit peu ma question. Vous avez parlé d'accompagnement collectif. De ce point de vue-là, quels sont les gros avantages de l'accompagnement collectif versus un accompagnement individuel? Est-ce qu'on arrive à mieux faire passer certains messages? C'est quoi concrètement qui se dégage de tout ça? Dans l'idée, en fait, on est seul en accompagnement individuel. Les personnes nous connaissent. Donc, à un moment donné, c'est vrai que les messages peuvent un peu moins bien passer. Et d'avoir justement des collègues et de faire de l'atelier, un accompagnement collectif, le message, en fait, il peut être porté, mais par d'autres personnes, faisant partie aussi du même groupe, donc avec ce même objectif. Donc c'est vrai que ça permet aussi aux salariés de se rendre compte, ah oui, ok, d'accord, ça peut être quand même intéressant que je prenne, j'envisage cette option, par exemple. Donc c'est vrai qu'on a constaté que les salariés sont beaucoup plus ouverts et aussi des fois, ils viennent nous voir alors qu'on ne les accompagne pas forcément. Ils viennent vers nous pour nous poser des questions ou autres. Donc c'est vrai que ça valorise le réseau et eux aussi, ça les amène à poser des questions et justement, nous, en tant que CIP, après, de faire le point avec nos collègues et aussi d'adapter notre accompagnement. Okay. Voilà. Et vis-à-vis des autres salariés en insertion dans un accompagnement collectif aussi, ils bénéficient de l'expérience des autres. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ouais. Très bien. Siam, je vais me tourner vers toi. Je voyais que tu acquiesçais depuis tout à l'heure sur la partie accompagnement collectif. Pour compléter tout ce qui vient d'être dit, je vais plutôt te poser une question sur la partie méthode et outils. Donc avec la plateforme de l'inclusion, on travaille dans un environnement, comme disait Fanny, assez numérique, avec pas mal d'outils. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur la réalité de terrain d'un conseiller en insertion et qu'est-ce qui remonte de ce point de vue-là, des outils et des méthodes qui sont utilisées pour travailler en réseau? Alors, effectivement, sur le terrain, on s'aperçoit souvent que les conseillers en insertion professionnelle sont parfois isolés sur l'aspect outils et qui sont amenés à devoir constituer eux-mêmes leurs propres outils, tels qu'une veille informationnelle et qui permettrait effectivement d'avoir des nouveautés en termes de dispositifs d'accompagnement et permettre de les solliciter. Parfois, les structures ont eux-mêmes des réseaux historiques, mais la limite, c'est souvent qu'ils ne vont pas vers les nouvelles approches. Donc c'est vrai que l'idée aussi, c'est de se dire que peut-être des communautés pluridisciplinaires qui permettraient d'identifier différentes expertises permettraient justement au CIP de mieux accompagner, de mieux solliciter les structures et ça ressort au niveau qualitatif. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que l'outil parfois est limité, voire inexistant. Et c'est au CIP d'aller rechercher les structures ou justement des entreprises pour pouvoir justement élargir le réseau et avoir une répercussion sur leurs accompagnements. Voilà. Ok. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai que cette idée de dualité entre l'utilisation d'outils numériques qui peuvent faciliter le quotidien des conseillers en insertion et à la fois, on dit souvent que le premier outil du conseiller en insertion, c'est son téléphone et il décroche son téléphone et on est loin de l'usage d'outils numériques beaucoup plus avancés. Comment on gère cette dualité du point de vue de la continuité d'un service, par exemple quand il y a un conseiller en insertion qui s'en va pour conserver les informations, ou du point de vue de la gestion et de la circulation de la connaissance, c'est-à-dire j'emmagasine des connaissances sur des dispositifs, et là je vous pose une question assez ouverte à toutes, mais voilà. Comment on gère cette dichotomie un petit peu entre le tout numérique et l'accompagnement très artisanal, on va dire, sans outils? Du coup, c'est clairement d'aller d'identifier des plateformes collaboratives qui permettraient d'avoir de la ressourcerie et de l'outil qui permettrait ces continuités. Et du coup, effectivement aussi d'avoir de nouvelles approches et permettre de développer en fait le réseau
et d'identifier des expertises bien définies et ce que ça se répercute, comme je disais, sur les accompagnements qualitativement. Mais c'est vrai qu'on a tendance, enfin le CIP du terrain a tendance à aller uniquement sur son bassin d'emploi et sur les domaines d'activité sur lesquels il est centré, sur son bassin local, et ne va pas voir à grande échelle. Donc ça, c'est vrai que c'est important de peut-être, via ces plateformes collaboratives, de pouvoir rechercher l'information. Ok. Je me retourne vers vous, Louise Demine, pour ce point qui me paraît assez intéressant. Sur cette idée de circulation de la connaissance, comment vous faites, vous, au sein du réseau interne, pour capitaliser sur ce que vous apprenez individuellement, ce que vous apprenez dans les accompagnements collectifs? Comment vous construisez cette circulation de compétences et de ressources? Nous, on va beaucoup échanger par email ou par téléphone, parce que c'est vrai que c'est un lien direct, donc c'est facile. Voilà, le contact se fait directement, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Ou alors aussi, c'est quand on se rencontre, quand on se voit en physique, où en fait là, du coup, on va parler un petit peu de nos difficultés, ou de ce qu'on a entendu parler ou autre. Là, par exemple, sur le collectif, quand on fait intervenir des prestataires externes, parce que voilà, des fois aussi, en fait, on fait intervenir. Ce sera peut-être une troupe de théâtre pour parler gestes et postures, voilà, pour les personnes, pour posture et comportement, ou pour la prise de parole. Là, en fait, on va vraiment mutualiser et on va partager aussi les informations. C'est on a fait appel à cette prestataire-là, ça s'est très bien passé. Voilà, si ça intéresse, et on fait, on partage nos bonnes pratiques. Voilà. Mais ça va ça va être assez informel pour le coup. Ça va vraiment être, voilà. Au cours d'un échange, on va en parler. Ok. Et vous me parliez aussi d'un hub en interne où vous avez des ressources, des ateliers, des formations. Physiquement, ça se traduit comment? C'est un outil collaboratif? C'est un outil collaboratif. Alors, après, c'est le hub qui se situe du coup à Léquin, au siège, qui va en fait chapeauter tout ça. Donc, en fait, ce sont des trames avec des fiches pédagogiques et aussi des jeux. Voilà, sur lesquels nous pouvons utiliser comme ressources, voilà, et ce sera aussi outils informatiques voilà, en commun sur nos réseaux en interne. Ok. Aurélia, est-ce que vous, de ce point de vue-là, vous avez aussi développé des méthodes particulières en interne, ou est-ce qu'on reste aussi sur ce volet un petit peu en direct, entre conseillers? Comment vous gérez cet aspect-là? Alors, du coup, moi, je vois... nous, on a 2 chantiers d'insertion. Donc, du côté des CIP à Pantin, comme c'est notamment une personne qui est là depuis des années, elle a su tisser un ancrage local fort, notamment avec les autres partenaires. Je pense à Croix-Rouge Insertion ou Lemon Tree. Voilà, où il y a vraiment un échange de bonnes pratiques où elles s'entraident énormément. Du côté du chantier de Paris, comme on a eu énormément de turnover, finalement, c'est peut-être un peu ce que vous disiez, où est passée l'information, etc. C'est peut-être, parfois, on peut peut-être avoir un petit peu moins, où il faut reprendre le lien, etc. Et sinon, moi, à mon niveau, et comme au niveau aussi des CIP, il y a beaucoup de rencontres qui sont quand même organisées, et par la FAS, et par Emmaüs France aussi, qui fait se rencontrer les CIP. La FAS, juste pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est la Fédération des acteurs de la solidarité. Okay. Vous voulez que je la présente en 2 mots, la FAS? On va en reparler, on va reparler juste après. Voilà, donc qui font des rencontres inter-CIP pour voir les problématiques que les CIP peuvent avoir. Et nous, au niveau des dirigeants d'entreprise, pareil, on a Emmaüs France nous donne des ressources. Des ressources où on peut échanger sur des sujets assez très RH ou très, je sais pas, risques psychosociaux, des sujets un petit peu comme ça. Et aussi, nous, on peut bénéficier aussi de l'appui du Cinési. C'est le syndicat patronal des chantiers d'insertion qui regroupe, je ne sais plus de 300 ateliers et chantiers d'insertion. Voilà, donc qui donne beaucoup de... C'est une boîte à outils plutôt RH et juridique. Et aussi un baromètre statistique qui donne beaucoup de stats sur la branche, ce qui permet à chacun de se positionner par rapport aux autres, point de vue salarial, point de vue politique RH, etc. Ok, donc sur des fonctions support aussi, ça peut être une grande aide. Très bien. Donc sur cette partie collaboration interne, on le voit, il y a encore
très présent l'échange en direct, le partage de bonnes pratiques sur un territoire donné. Et c'est vrai que, t'en parlais Fanny, ça fait partie des problématiques, ou en tout cas des questions qui sont posées de comment on peut aller au-delà de ça et partager plus largement la connaissance, les partenaires d'accompagnement. Et ça, c'est peut-être le rôle aussi de certains outils numériques qu'on développe. Mais effectivement, on ne peut pas se passer de ce lien très direct, on l'aura compris. Il y a une autre partie dont on souhaitait parler aujourd'hui, du point de vue de cette logique de réseau, c'est l'aspect communautaire, dans le sens communauté de pairs, communauté de personnes qui partagent le même métier ou des métiers similaires. On le disait en introduction, l'inclusion et un parcours d'insertion, c'est quelque chose qui se gère à plusieurs partenaires. Et du point de vue de cette cohésion-là, on peut avoir souvent besoin de créer de la communauté entre pairs. Tout ici, vous militez pour l'inclusion et vous luttez contre l'exclusion par extension. On note un phénomène qui est aussi l'isolement des professionnels de l'inclusion. Siam, je vais me tourner vers toi en premier. Plutôt avec ton expertise communauté de l'inclusion cette fois-ci. Donc les structures d'insertion par l'activité économique, ça peut souvent être des petites structures qui ne sont pas toujours adossées à des grands groupes. Comment on fait en tant que CIP pour entretenir un réseau avec d'autres professionnels quand on est dans une petite structure comme celle-là? Et puis par extension, en quoi la communauté de l'inclusion peut aider les gens dans ce sens-là? Alors, justement, l'objectif de la communauté de l'inclusion, c'est de combattre l'isolement de ces professionnels du terrain en leur proposant des fonctionnalités qui permettent de pouvoir justement se connecter avec d'autres professionnels de l'accompagnement, que ce soit des CIP ou que ce soit d'autres travailleurs sociaux. Donc, au travers justement de notre forum, l'idée, c'est qu'ils posent des questions sur des irritants, des problématiques, et que justement la communauté apporte ces solutions-là, donc qu'ils ne se sentent pas isolés. La communauté aussi et de l'inclusion est là aussi pour un petit peu le mettre sur l'aspect outil, donc lui mettre à disposition des ressourceries qui lui seront nécessaires et qui pourront être consommables de suite pour lui permettre d'avoir des accompagnements de qualité. Donc c'est vrai que la communauté d'inclusion va justement combattre justement l'isolement de ces professionnels du terrain et permettre aussi la mise en relation de ces différents acteurs pour les aider justement à trouver des solutions ou utiliser déjà des solutions existantes qui permettront de lever les freins qu'ils rencontrent, qui peuvent être des freins très complexes. Et justement, la communauté va permettre l'échange, le réseau, mais aussi l'apport de solutions. Ok. On va revenir juste après sur deux dispositifs un petit peu spécifiques qui sont portés par la communauté, mais je voulais revenir sur un point en amont un petit peu de la communauté de l'inclusion, sur le comment on fait pour créer et entretenir ce réseau, surtout quand on est par exemple jeune conseiller en insertion, qu'on démarre et qu'on n'a pas forcément tous ces liens avec des structures, des partenaires. Tu me parlais tout à l'heure d'un diagnostic sur son bassin d'emploi. Généralement, les CIP apprenants vont mettre en place une veille informationnelle et un diagnostic de territoire qui va permettre d'identifier en fait les structures sur le bassin proche le bassin d'emploi de la structure et qui vont lui permettre d'aller travailler ensemble. Le problème, c'est encore une fois, c'est que peut-être le fait de travailler avec toujours les mêmes structures historiques peut avoir ses limites et pousser finalement le professionnel de terrain à rester dans l'isolement. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas la capacité ou il ne connaît pas les structures qui pourraient solutionner des problématiques sur des freins complexes comme la santé mentale, parce qu'il n'est pas en mesure lui-même de détecter ou de diagnostiquer qui est une personne qui justement souffre de santé mentale. Et c'est un petit peu la problématique que rencontrent ces professionnels, c'est d'aller au-delà des structures historiques avec lesquelles ils travaillent en fait. Voilà. On reviendra sur ce sujet tout à l'heure sur la recherche de partenaires sur des thématiques vraiment spécifiques. Juste peut-être un mot, tu parlais tout à l'heure de rencontres entre les professionnels. On a un dispositif qui est relativement nouveau sur la communauté de l'inclusion, enfin deux dispositifs. Un qui s'appelle Les Deux font la paire et l'autre le réseau solidaire. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais. Alors, du coup, Les Deux font la paire sont une nouvelle fonctionnalité qui permet en fait de matcher en fait deux professionnels, alors que ce soit deux CIP ou deux professionnels, un travailleur social ou un conseiller en insertion sur le même bassin et de les faire rencontrer et ensuite qu'ils puissent échanger et parler de ce qu'ils rencontrent comme situation et voir ensemble s'il n'y a pas des solutions qui peuvent apporter et se répercuter sur les problématiques et les récurrences qu'ils rencontrent.
Et la deuxième fonctionnalité qui est en cours, c'est le réseau solidaire. Alors, le réseau solidaire, c'est plutôt créer en fait des corps de structures identifiées avec sur des expertises bien précises et se dire voilà, la structure est prête. Par exemple, on a une problématique sur la communauté de l'inclusion qui sont les CIP apprenants qui ne trouvent pas de stage aujourd'hui. Je rappelle que le stage est une obligation pour obtenir la certification de leur titre. Eh bien, on a mis en place, via le réseau solidaire, justement, une liste de structures qui étaient prêts, eux, à accueillir, qui se disaient « pas de souci, vous pouvez nous envoyer des CIP apprenants ». Et l'idée, c'était de dire, vous, CIP apprenants qui avez des difficultés, eh bien, on peut vous faire rencontrer ces structures qui sont prêtes à vous accueillir à un moment donné. Ok. Donc, ouais, à la fois sur le partage de pratiques ou sur des problématiques bien ciblées, on essaye de favoriser ces rencontres à travers le numérique, mais des rencontres dans la vraie vie aussi. Également. Ok. Louise, je voulais vous poser une question. Donc, vous nous l'avez dit, vous faites partie d'un groupe important. Vous travaillez beaucoup avec le réseau interne de CIP. Est-ce que, de ce point de vue-là, vous avez quand même cette ouverture sur le territoire et ce partage avec d'autres pairs? Ou est-ce que le fait d'être adossé à un réseau suffisant en interne, ça coupe un petit peu court à ces relations-là? Non, parce que le réseau en interne, c'est génial, puisque justement, on peut se poser pour les questions d'accompagnement, etc. Pour l'analyse de pratique ou autre, c'est très utile. Mais après, ça ne répond pas forcément aux problématiques territoriales qu'on peut rencontrer. Donc c'est vrai que là, l'intervention, par exemple, c'est souvent par le biais d'un intermédiaire. Je pense notamment à France Travail, avec les référents d'insertion par l'activité économique, qui en règle générale, on est rattaché à une agence. Et en fait, on va rencontrer d'autres acteurs justement sur ce même territoire. Donc c'est souvent de l'insertion par l'activité économique, ce sont d'autres structures. Et ça permet aussi d'avoir un échange là-dessus. Et aussi pour avoir accès à des forums ou autres. Mais c'est vrai que c'est très important d'avoir un échange. On essaye au maximum, mais c'est vrai que des fois ça peut être complexe, justement par rapport à certaines thématiques où en fait on ne va pas forcément non plus avoir le réflexe de faire appel à d'autres structures, où on ne va pas les solliciter. Mais ça va être surtout dans le cadre, par exemple, d'une suite de parcours où en fait on a une personne qui est en parcours chez nous, donc en contrat de durée déterminée d'insertion. Et en fait, on se rend compte que ça ne convient pas forcément. Donc en fait, on va la rediriger vers une autre structure qui pourra faire l'accompagnement. Mais c'est vrai que le lien va se créer de cette façon-là. Ok. Voilà. Et de ce point de vue-là, donc avoir une meilleure connaissance des acteurs du territoire, ça pousse aussi à faire une meilleure orientation, réorientation. Voilà, tout à fait, parce qu'on comprend un peu mieux. On va échanger du coup entre conseillers en insertion. Et on va voir un petit peu, eux, ce qu'ils proposent, sur quoi ils travaillent. Et on va pouvoir mettre en commun aussi, notre réseau partenaire entreprise. Ça va créer quelque chose. Ok. Aurélia, vous avez le pendant de ça du réseautage et de la communauté de pairs plutôt côté dirigeant de structure, puisque c'est votre cas. La question, c'est comment vous réussissez à établir cette communauté, à la fois au sein du réseau Emmaüs, on en a déjà parlé, mais aussi au-delà, avec d'autres directeurs de structure. J'imagine que ça peut être intéressant d'échanger avec eux. Oui, déjà avec le réseau Emmaüs, donc... ils essayent de regrouper, de faire des journées thématiques avec les plus gros Emmaüs. Donc ça peut être des Emmaüs qui sont présents dans toute la France et d'autres profils, pas forcément chantier d'insertion, ça peut être parfois aussi des communautés, pour voir les problématiques qu'ont les grosses structures, quoi. Ensuite, on est amené, nous, à connaître ceux de Paris parce qu'on a un petit peu les mêmes enjeux et c'est toujours bien, dès qu'il y a un nouveau directeur qui arrive, on essaye de faire en sorte de l'aiguiller sur les problématiques qu'on savait que son prédécesseur avait ou des choses comme ça. Et hors Emmaüs aussi, il y a des journées donc organisées par la FAS notamment, qui avait organisé récemment une journée où c'était dédié à des dirigeants mais qui avaient plus de 3 ans de direction à leur poste et qui avaient déjà des problématiques bien identifiées et c'était pour partager les problématiques ensemble. Vous avez des exemples de ce point de vue-là, de qu'est-ce qu'on peut adresser comme problématique? Après, ça peut être, souvent, ça pouvait être une structure qui avait des problématiques RH, et on faisait aussi des ateliers de co-développement, par exemple, avec les autres. Quelqu'un expose son problème et dit moi je suis en galère là-dessus, et les autres dirigeants se mettent ensemble pour essayer de proposer
des solutions en co-développement, quoi. Ok. Donc ça, c'était pas mal. Et j'en ai déjà parlé du Synésie, qui est lui aussi à son rôle d'aide pour les dirigeants au niveau RH. Okay. Et du point de vue des chargés d'accompagnement, alors, oui, juste, c'est vrai que nous, ils travaillent aussi beaucoup avec tout ce qui est les référents PLI aussi. Je pensais quand vous adressez les... Voilà, parce qu'ils nous travaillent avec le PLI, le FSE, etc. Donc, ils nous adressent des personnes et ensuite, ils vont rééchanger avec les référents pour voir ce qui se passe au niveau. C'est vraiment un suivi très, très personnalisé et par quelqu'un de chez nous et par le PLI. Et ensuite, voilà, à leur niveau, ils essayent de tisser des liens. Donc, soit c'est fait automatiquement par Emmaüs ou par la FAS, etc., où ils pourront se retrouver, soit c'est plus... informel, où ils apprennent à connaître les gens et ils ont vraiment... c'est territorial. Hein. Et le 93, pour ça, je pense, est assez fourni en ACI, en insertion. Et donc, il y a beaucoup de dynamisme et je pense qu'il y a beaucoup d'échanges aussi. Et on a aussi, nous, un groupe d'analyse des pratiques. Par contre, c'est en interne, ça. D'accord. Mais c'est vrai que dans toutes vos réponses, on entend beaucoup aussi cette spécificité territoriale. Hein. Ouais. C'est les problématiques qu'on évoquait en introduction. Le territoire c'est très spécifique et il y a des problématiques. Là, vous parlez d'une concentration assez élevée d'ACI, d'ateliers chantiers d'insertion dans le 93. On se retrouve sur des territoires où il y en a moins et où du coup, cette idée de communauté peut être plus complexe. Vous vouliez peut-être rajouter quelque chose de ce point de vue-là Non, c'est tout. Très bien. Alors, on va passer à une partie un petit peu complémentaire de cette table ronde. On a évoqué la logique de communauté de pairs. On a évoqué la logique de collaboration en interne. Maintenant, j'aimerais qu'on se tourne sur une partie qui est plus de l'ordre de l'externe et de comment on s'ouvre à de nouvelles opportunités grâce au réseau et au partenariat. On en parlait tout à l'heure. Aurélia, je vais continuer avec vous sur cette idée de... il y a une diversité énorme dans les personnes que vous accompagnez au sein d'Emmaüs Coup de Main et qui nécessitent des expertises qui sont très variées. On le disait tout à l'heure aussi sur des points très spécifiques d'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous appuyez sur certains partenaires comme ça pour aller résoudre un petit peu des problématiques spécifiques ou complexes? Alors, nous, on a rejoint notamment... nous, on a quand même 2 chantiers d'insertion. Donc, sur chaque chantier, il y a 2 chargés d'accompagnement socio-professionnel qui font et l'accompagnement social, donc la levée des freins sociaux, la CAF, le logement, la santé, et aussi le projet professionnel. Donc, c'est la même personne qui va faire les 2. On vient de se structurer comme ça. Donc, une personne va accompagner une vingtaine de salariés. Et on a rejoint sur nos 2 chantiers d'insertion le dispositif Convergence. D'abord, on l'avait rejoint à Paris fin 2018, si je ne m'abuse, et dans le 93 cette année. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur des chargés, en plus de notre expertise interne qui est déjà très, très forte, hein, on s'appuie sur des chargés de partenariat Convergence. Donc, il y en a plusieurs. Il y a un chargé de partenariat, notamment par emploi. Et grâce à cela, on a pu, par exemple, augmenter notre recrutement de personnes sous main de justice. On est passé de 3 à 10%, parce qu'avec le dispositif Convergence, tous nos salariés peuvent bénéficier, si on le justifie, de pouvoir rester 5 ans dans notre chantier d'insertion plutôt que 2. Bon, généralement, ce n'est pas du tout le cas, mais ça peut être un levier actionnable pour certaines populations, notamment aux personnes sous main de justice. Ensuite, au niveau du chargé de l'emploi, il nous aide beaucoup dans les partenariats qu'on a pu tisser. On a tissé de nouveaux partenariats, je pense à Franprix ou Monoprix, grâce à l'appui de Convergence. Et on fait énormément de PMSMP ou immersion professionnelle. Donc ça, c'est une mise en situation des salariés. Donc ils vont partir de chez nous pendant 15 jours dans une entreprise. Et donc l'idée, c'est vraiment de voir si ça peut coller avec leur projet professionnel, si tout colle, c'est-à-dire les horaires, le temps de trajet, leur chef. Enfin, c'est la condition. C'est dans cette situation qu'ils évolueront. Donc ça, on est à 20 PMSMP cette année, donc on a vraiment augmenté. Et plus de la moitié d'entre eux l'ont été grâce au dispositif Convergence. Donc on a pu s'appuyer dessus. Sinon, on l'aurait fait un petit peu moins, on l'aurait fait quand même, évidemment. D'accord.
Juste pour qu'on comprenne Ouais. bien comment fonctionne ce dispositif, donc vous disiez, vous faites appel à un conseiller qui est expert sur une thématique, sur un domaine lié à l'emploi, et il vous permet d'avancer sur ces sujets de manière plus rapide qu'avec vos ressources internes. Alors, disons que nous, on a un certain nombre de partenariats emploi. Nous, à notre niveau, on fait des informations collectives avec des entreprises, avec des partenaires historiques ou des partenariats qu'on tisse, que les chargés d'insertion professionnelle vont tisser. Et les chargés de partenariat vont donner d'autres pistes parce que eux, en fait, c'est mutualisé, quoi. Ils vont chercher pour tous ceux qui sont dans le réseau convergent. Donc, ça représente, je ne sais plus combien, peut-être 400 je ne voudrais pas dire de bêtises, peut-être 400 salariés au niveau de l'Île-de-France. Nous, on en a déjà 80. Et donc, ils vont nous donner d'autres portes de sortie. Augmenter notre dispositif. Voilà. C'est donc multiplier les chances pour nos salariés en insertion de sortie en emploi ou en stage, etc. Quoi. Okay. Donc on s'appuie dessus. Voilà. Ouais. Eux, ils mutualisent. Ils ont des nouveaux partenariats. Tiens, on a le partenariat Monoprix, ben, allez-y, et on y va tous. Et puis voilà. Puis après, ça fait tache d'huile, etc. Quoi. On s'appuie sur leur expertise en plus de la nôtre. C'est pas, ils ne viennent pas remplacer, mais vraiment, c'est en plus. Quoi. Ils viennent intervenir sur des thématiques qui sont uniquement ciblées sur l'emploi ou c'est sur d'autres thématiques Alors, aussi? Il y a l'emploi, mais il y a aussi le logement. Donc là, dans le 93, c'est vrai que le logement, les sorties en logement sont plus rares, mais on en a quand même eu. Hein, on en a eu 8 en 2023. Et donc, notamment, il y en a, c'était des sorties grâce au SIAO. Et pour la petite histoire, c'est quelqu'un de Convergence qui a appuyé la demande. Et voilà, fait que SIAO, juste. Ah oui. Je vous demande de préciser pour les gens qui nous suivent. Ou si vous pouvez juste nous expliquer. SIAO, c'est ceux qui orientent en logement social. Okay. Je ne sais plus les acronymes, désolé. C'est pas grave, non, mais c'était pas pour mettre en difficulté, mais les services d'orientation. Voilà, et donc les chargés d'hébergement Convergence vont appuyer notre demande parce qu'ils ont d'autres contacts qu'on n'a pas forcément. Donc ça va aller un petit peu plus vite ou ça va aboutir. Et nous, ça n'aurait peut-être pas abouti. Ok. Voilà. Et ça vous permet de vous concentrer sur des thématiques. Voilà, et il y a aussi la problématique santé. Alors là, nous, on a de plus en plus de problématiques liées au. Comme on accueille des migrants qui ont eu un parcours très, très compliqué niveau psy. Donc on a des problématiques psy. On a eu 2 hospitalisations cette année, par exemple, assez fortes. Et donc là, on est assez démunis. Donc là, on va vraiment s'appuyer sur Convergence, qui a des permanences psy, et qui a aussi mis en place des permanences mensuelles avec des bilans de santé où chaque salarié peut avoir de manière préventive une consultation et aussi ensuite de manière, des bilans réguliers, etc. Donc ça vient d'être mis en place. Et aussi, niveau psy, ça a permis à nos chargés d'insertion professionnelle de suivre la formation Alpha Psy. Je crois que c'était très, très bien. Et notamment, je pense en 2020, au sortir du confinement, ils avaient mis en place toute une palette de musicologie, d'ateliers genre un peu zen pour nos salariés. Voilà, des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé, et qui ont été très... C'était, vous savez, pour le retour, qu'on est tous retournés sur site, etc. Quoi. Musicologie. Voilà. Et ça, c'était Convergence qui l'a mis en place. Ensuite, pour Convergence, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Après, j'ai d'autres... Je laisse un peu la parole ou je continue? Non, vous pouvez juste nous dire s'il y a d'autres partenaires de ce point de vue-là sur l'accompagnement. Alors, oui, juste un petit mot sur la FAS. La FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité, qui a 70 structures de l'insertion par l'activité économique adhérente et qui a 180 associations qui luttent contre les exclusions, qui font partie de la FAS. Donc elle porte des projets d'accompagnement, donc notamment en Convergence, et aussi Sève Emploi. Sève Emploi, c'est comme on l'indique, c'est de l'essaimage. Donc le but, c'est de ne pas laisser toute la charge d'une sortie en emploi aux chargés d'insertion professionnelle, mais de finalement que toute la chaîne des permanents soit pris du problème. Et depuis, on a fait Sève Emploi en 2020-2021, je crois. Et donc, on a mis en place des choses qui ont été pérennisées. Et grâce à ça, on a fait beaucoup plus de sorties en emploi depuis. Donc là, on a un taux de sortie dynamique de plus de 60% sur les 2 chantiers. Et on a mis en place les quarts d'heure emploi, c'est-à-dire, je ne sais pas, chaque semaine ou chaque 15 jours, chacun dit où il en est. Par exemple,
alors toi, tu as fait les démarches auprès du Franprix, tu as eu ton entretien, t'en es où, voilà. Et la parole est libérée, tous les salariés sur chaque site, on est sur 7 sites, donc c'est des petits groupes de 10. Toi, t'en es où, et du coup, ça peut entraîner aussi ceux qui n'ont vraiment pas envie de chercher, parce qu'ils sont bien chez nous, ils n'ont pas forcément envie d'aller ailleurs, quoi. Donc ils vont entendre un tel qui dit bah oui, moi j'ai eu mon entretien, j'ai adoré, les horaires sont super, je suis en CDI, enfin je vais être en CDI si j'accepte le job, etc. Voilà, donc les quarts d'heure emploi. Ensuite, ça a accru notre panel de démarchage d'entreprises. Comment démarcher les entreprises, donc comment avoir de nouveaux partenariats. Donc on a développé un peu plus notre réseau d'entreprises partenaires. Et ça a augmenté notre périodes notre nombre de, je l'ai déjà dit, de PMSMP, donc de mise en période de mise en situation en milieu professionnel. Voilà, donc c'est tout. C'est déjà beaucoup et ça fait beaucoup de partenariats assez ciblés, c'est assez intéressant de voir ça. Luz, je vais me tourner vers vous. De votre côté, vous avez aussi cette logique partenariale. C'est quoi les actions que vous mettez en place avec le réseau d'entreprises Mediapol pour favoriser un petit peu l'insertion et s'appuyer sur cette logique de partenariat? Nous aussi, on a participé à Save Emploi. Donc en fait, ça a permis aussi de développer justement notre accompagnement pour se positionner auprès des entreprises comme experts de recrutement. C'est-à-dire que nous, on connaît nos salariés et en fait, on vous propose du coup des personnes qui peuvent correspondre au profil que vous recherchez. Donc dans ce cadre-là, on propose des immersions professionnelles. Donc une semaine si du coup le salarié connaît déjà le métier, a déjà de l'expérience ou des compétences transverses, et 2 semaines s'il ne connaît vraiment pas le métier. Donc ça, c'est pour vraiment initier une embauche. S'il y a embauche, on fait des points régulièrement pendant l'immersion professionnelle avec une grille que l'on adapte en fonction de l'entreprise et en fonction de leurs attentes aussi. Si du coup il y a une signature de contrat, là on fait un accompagnement. Donc nous on fait un accompagnement en plus 3 mois. Donc on fait sur tout le long de la période d'essai. Donc vraiment s'assurer des entretiens tripartites. Donc d'abord, on fait juste avec le salarié qui, du coup, est sorti de chez nous, mais aussi avec l'entreprise, du coup, en individuel. Et ensuite, s'il y a des choses à revoir par rapport à l'intégration du salarié ou autre, on fait des entretiens tripartites où on se pose et on voit exactement sur quoi on peut travailler pour justement faire en sorte que la personne reste, pour améliorer tout ça. Et on fait ça jusqu'aux 3 mois, donc généralement ça couvre la période d'essai du salarié pour veiller à sa bonne intégration. Ok, donc il y a une véritable continuité, c'est ce qu'on disait au début, sur un accompagnement, même au-delà. Et au sortir d'un accompagnement en insertion par activité. C'est pour s'assurer que tout se passe bien. Après, là actuellement, on a surtout un partenariat avec une entreprise classique, donc qui fait aussi de la médiation dans les transports en commun. Donc c'est vraiment facile parce que nous, c'est ce que font nos salariés. Donc c'est vrai qu'on a mis en place, on a fait une dizaine d'immersions professionnelles en quelques mois, donc ça a été quand même énorme. On a eu des embauches suite à ça et c'est vrai que l'entreprise, elle aussi, spontanément, nous fait confiance et fait des points régulièrement sur nos salariés, même si ça fait plus de 3 mois qu'ils sont sortis de chez nous. Donc ça a créé vraiment un lien fort aussi avec les entreprises. Et on s'adapte aussi par rapport à leurs besoins et on fait évoluer tout ça. Ok. Sur l'aspect partenarial, Siam, le premier créateur de lien entre un salarié, une entreprise ou un salarié et un autre professionnel, c'est le conseiller en insertion. Donc il y a souvent un double enjeu de réputation à la fois du salarié qui est accompagné et du CIP qui l'oriente vers un service ou vers une entreprise partenaire. D'après toi, quelles sont les clés pour entretenir des bonnes relations avec son réseau de partenaires quand on est comme ça un petit peu quand on met un peu sa crédibilité de conseiller en jeu et vis-à-vis de la personne qu'on accompagne également? Déjà, c'est de faire des points réguliers justement avec nos partenaires et voir effectivement, et aussi de mettre
en lien à la fois les difficultés que rencontre le salarié et peut-être aussi les propositions que les partenaires peuvent mettre à disposition. Mais c'est également avoir une connaissance un petit peu de tout ce qui va être, par exemple, d'aide justement pour rapprocher le salarié vers l'entreprise par le biais de contrats spécifiques à l'embauche. Donc vous avez des contrats type AFPR, action de formation préalable au recrutement. Donc c'est là, c'est se dire qu'il y a l'idée de mettre en place justement des réunions où on va avoir une réflexion à la fois sur quels sont les besoins des partenaires, quels sont les besoins des salariés et aussi qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution au travers de ces échanges et ces discussions. Voilà. Ok. Et donc ça, quand on débute, comment on peut le travailler, comment on peut nouer ces liens avec des partenaires? Alors, soit effectivement, alors, la structure a mis à disposition une liste justement de partenaires historiques sur lesquels on peut s'appuyer, soit on va les sortir, hein, le CIP va aller carrément à l'encontre de ce qu'il aurait pu historiser et identifier comme structure pour aller démarcher et voir quels partenariats ils peuvent construire ensemble en fonction de leurs salariés, de leurs problématiques et ce qu'eux peuvent proposer. Ok, en direct donc avec des entreprises du territoire. Tout à fait, tout à fait. C'est quelque chose que... La prospection physique. Après, c'est vrai que quand on débute, c'est toujours passer un cap aussi, hein, de passer les portes d'une entreprise, d'oser demander, et de proposer ses services, parce que pour moi, c'est clairement proposer un service. On vous propose, de vous accompagner sur votre recrutement, mais aussi les forums de l'emploi. C'est aussi une bonne façon de débuter, de commencer aussi, justement pour être en lien avec les entreprises et créer du partenariat. Ok. Aurélia, j'ai une petite question aussi pour vous sur ce volet-là. On parlait tout à l'heure des partenaires, plutôt sur le volet accompagnement. Vous avez mentionné dans nos discussions un partenaire aussi qui s'appelle le REFER, c'est ça? Et donc là, on est plutôt sur du partenariat, mais sur une logique opérationnelle et métier. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est le réseau francilien du réemploi, le REFER, donc qui regroupe des ressourceries qui ne sont pas forcément ateliers et chantiers d'insertion, et donc c'est plutôt à Paris. Et donc c'est aussi là encore une boîte à outils. C'est surtout pour, par exemple, ils vont faire réseau, ils vont regrouper des ressourceries, parce qu'il y a beaucoup de ressourceries qui sont petites. Nous, on est assez gros, mais je pense d'ailleurs le plus gros adhérent du REFER. Et donc auprès d'Est Ensemble, par exemple la communauté de ville, Est Ensemble, pour faire des actions de sensibilisation ou de collecte en pied d'immeuble auprès des bailleurs sociaux. Plutôt que chacun aille démarcher les bailleurs et Est Ensemble, ils vont collecter et on va faire des ateliers de sensibilisation tous ensemble. Et ensuite, on se répartira. Voilà, donc ils vont essayer de fédérer plusieurs ressourceries dans le but de faire du réemploi, du recyclage et aussi toutes les relations, tout ce qui est appel à projet avec le SICTOM, tout ce qui est... Alors, SICTOM... Syndicat de traitement des ordures ménagères ou quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Et donc, ils vont nous dire, attention, ou l'ADEME, l'Agence de développement... De la maîtrise de l'énergie. Voilà, vous pouvez les solliciter pour, pour le réemploi, pour faire un atelier gros électro, voilà, toujours dans le but d'augmenter notre tonnage. Nous, pour la petite histoire, on collecte chaque année plus de 900 tonnes et plus de 2/3 iront dans nos boutiques et pratiquement tout le reste sera recyclé. Donc on évite tous les déchets utiles. Chacun aura sa filière de recyclage. Donc eux, c'est vraiment les ressourceries, c'est nous aider sur ça et sur l'aspect aussi financement, quoi. Ils vont nous aider à construire aussi des projets, des appels à projets un peu compliqués, quoi. Okay. Et est-ce que c'est une source indirecte de lien avec des entreprises classiques qui ressemblent à votre support d'activité, ou est-ce que finalement c'est vraiment concentré sur l'aspect métier et on sort un peu de la logique accompagnement? Ah oui, non, c'est pas du tout la logique d'accompagnement. Je veux dire, on arrive quand même à récupérer des contacts qui peuvent servir à faire de pour la sortie ou à faire des... Oui, alors après, c'est plus... justement, on a vu le réseau dit... puis il y a la recyclerie sportive qui n'est pas une ACI, donc nos salariés peuvent sortir en emploi à la recyclerie sportive qui font partie du REFER. Donc oui, ça peut être, tiens, ils cherchent un chauffeur, hop, on va... Indirectement. Voilà, ça va être une sortie positive pour un de nos salariés, puisqu'ils sont justement pas forcément chantier d'insertion. D'accord. Il faut que, pour que ce soit considéré comme une sortie dynamique, ce soit pas une poursuite de chantier, qui n'est pas considérée comme...
sorties du réseau. Mais c'est intéressant de voir un réseau comme ça qui Ouais. associe des structures de l'insertion à des structures classiques sur une problématique métier qui est... Et pour là aussi, je pense que ce n'est pas encore très connu, mais il y a le village du réemploi qui va se monter à Montreuil. Donc normalement, ça va ouvrir en début 2025. Et donc on est 9 ressourceries. Donc il y a nous, donc Emmaüs Coup de Main, et puis d'autres structures, et le REFER aussi. Donc, et on est tous membres du REFER. Et donc ça va être un village du réemploi avec chacun aura sa boutique et ses spécificités. Il y aura celle qui fait de l'électroménager, nous on va faire plutôt des articles pour enfants, etc. quoi. Et on sera tous regroupés à Montreuil. Voilà. Okay. Donc ça permet de créer du lien entre les structures, exactement. entre les salariés. Et ce projet, en fait, nous fédère actuellement, puisqu'on se rencontre tous, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme projet en sensibilisation, qu'est-ce qu'on va faire pour la communication, pour l'encadrement des salariés en parcours, comment est-ce qu'on pourrait faire, les horaires, comment on fait, voilà. Et tout ça et c'est pas que des Emmaüs. Par contre, c'est que des membres du REFER, si je ne m'abuse. Des ressourceries de tout type, on va dire. Ok. Donc, pour la partie partenariat, on l'a compris à la fois sur l'idée de nouer des partenariats en vue d'améliorer l'accompagnement et les sorties ou sur des thématiques beaucoup plus larges. C'est un levier assez important de cette construction de réseau pour les acteurs de l'inclusion. Il y a un dernier point sur lequel je voulais qu'on s'arrête, c'est l'aspect réseau du point de vue des bénéficiaires. Puisque depuis le début, on parle de réseau à l'échelle des professionnels de l'inclusion, autant pour les professionnels qui démarrent et qui doivent construire un réseau qu'au point de vue des structures. Mais la finalité, c'est bien d'accompagner des salariés en insertion à retourner vers l'emploi. Comment on peut arriver à pousser les salariés à se construire ce réseau? Et je commencerai avec une première question pour Louise. C'est une thématique qui vous parle un petit peu, il me semble, puisque vous êtes donc entreprise, vous l'avez dit, sous-traitante de la SNCF. Et la logique de constitution de réseau pour les salariés, où elle se situe directement au sein de ce partenariat-là? Sur le terrain directement. Donc c'est insufflé quand même énormément par nos encadrants techniques, qui sont aussi sur le terrain, qui du coup sont les chefs d'équipe des salariés. Donc en fait, c'est eux aussi qui les incitent à ne pas hésiter à créer du contact, parce qu'ils connaissent les chefs de secteur, les agents commerciaux ou autres métiers. Donc c'est vrai que ça aide énormément. On a eu des exemples où en fait on a eu des salariés qui étaient avec le CV dans la poche et en fait à distribuer, à se présenter, à pas hésiter aussi à faire appel au réseau, par exemple, de l'encadrant technique. C'est « Ah, j'ai entendu dire que tu avais son email à telle personne. Est-ce que, du coup, je peux lui envoyer mon CV? Est-ce que tu pourrais passer le message ?» Donc, c'est vrai que ça valorise énormément leur capacité à créer du réseau, à en faire et aussi à réactiver le leur. C'est-à-dire qu'ils osent aussi un peu plus à faire appel à leur réseau, de proches, pour trouver de l'emploi. Et il y a aussi cette logique d'enquête métier, c'est ça, d'aller explorer plus loin des... Oui, parce qu'en fait, au début, quand ils intègrent du coup notre entreprise d'insertion, ils n'ont pas forcément pour objectif de travailler à la SNCF. Ils ne viennent pas là pour ça. Et c'est vrai que de voir au quotidien des personnes travailler à la SNCF, ils en parlent. Ils parlent des aspects positifs, des choses. Et c'est vrai que pour certains, ça m'intéresse énormément. En plus, la SNCF, ça reste quand même une très grande société. Ils recrutent quand même très régulièrement. Donc oui, ça leur permet aussi d'échanger. C'est des échanges un peu informels. C'est pas l'enquête métier, où on leur dit les aspects positifs et les aspects négatifs du métier, mais ça leur apporte déjà une bonne connaissance. Et aussi, par exemple, par rapport au recrutement. Moi, je sais que les personnes ont souvent cette peur de passer l'entretien d'embauche, le recrutement, d'envoyer son CV, etc. Donc là, de savoir un petit peu quelles vont être les étapes, parce que les personnes de la SNCF les ont passées, ça permet aussi de réduire un peu leurs inquiétudes par rapport à tout ça et d'anticiper et justement de bien se préparer pour l'entretien. Dans une entreprise classique. C'est ça, voilà. Ouais, okay. Tout à fait. Donc de ce point de vue-là, il y a
pas mal d'initiatives qui existent, qui commencent à se créer. Je parlais avec Fanny d'une initiative qui s'appelle Massa Job, qui teste la mise en place de sessions d'accompagnement donc de personnes qui sont en parcours d'insertion avec d'autres salariés ou personnes qui sont du milieu classique pour répondre à une problématique. On a aussi l'exemple de Linked Out, qui est un dispositif de partage de CV via les réseaux sociaux pour permettre à des personnes qui sont en insertion de se créer un réseau professionnel. Siam, j'avais une question pour toi. Sur cet aspect-là, quelles actions et quels leviers on peut exploiter en tant que CIP pour encourager les salariés à capitaliser sur les rencontres qu'ils font au sein de leur période d'immersion, dans leur parcours, et à nourrir et à se créer un premier cercle de réseau professionnel? Comme première piste, en fait, je pense qu'il serait intéressant, dès l'entrée, par exemple dans le parcours en CCDI, c'est de sensibiliser en fait le salarié au réseau, lui dire qu'est-ce qu'un réseau, finalement lui définir, et puis lui dire qu'au travers de son parcours durant ces 2 ans, qu'il serait utile de capitaliser justement ce réseau, ne serait-ce que par la rencontre, parce que le réseau, ça commence dès leur entrée en parcours, donc avec soit leurs collègues, soit avec leur moniteur d'atelier ou leur encadrant technique. C'est justement de les sensibiliser pour qu'eux-mêmes commencent à nourrir ce futur réseau au travers, lorsqu'ils iront en PMSMP ou au contraire lorsqu'ils iront en forum emploi. C'est déjà, dès la rentrée, de flécher un petit peu cette idée de réseautage, et qu'ils puissent le développer et ensuite être outillés par des approches de la méthodologie ou de la procédure pour qu'ils puissent le développer et capitaliser cela en fin de parcours. Ok, donc le prendre en charge dès le début, même dès le début d'un accompagnement. Tout à fait, le sensibiliser, ouais, à ça. C'est quelque chose c'est une notion un petit peu théorique qui a l'air de faire consensus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à appliquer dans un accompagnement, dans vos structures respectives, d'aborder cette notion de réseau avec les salariés, de leur faire comprendre l'intérêt de développer son réseau et de le faire concrètement? Louise, par exemple. On a un atelier dans ce cadre-là où en fait justement on les incite et après on fait de la mise en pratique où ils vont faire de la prospection physique pour se rendre compte de l'importance. Mais nous on s'appuie vraiment sur les encadrants techniques qui sont là sur le terrain et qui sont vraiment en fait, c'est eux qui vont amener en fait cette idée de réseau, c'est important, n'hésite pas. Moi je connais en fait parce qu'ils ont vu des salariés passer, sortir. Donc en fait, ils peuvent aussi les mettre en lien. Ils peuvent aussi parler des exemples de parcours, etc. C'est telle personne allait aller dans telle entreprise, si tu veux, on peut se mettre en contact. Donc c'est vraiment les encadrants techniques qui eux vont l'insuffler parce qu'ils passent 35 heures avec eux par semaine. Donc ils sont vraiment beaucoup plus proches que nous au final. Donc c'est vrai que c'est un réel avantage que l'on a et une force aussi. De leur implication dans le parcours. C'est intéressant du coup que cet aspect réseau passe plutôt par l'encadrement technique que par l'accompagnement au sens propre du terme. Mais Aurélia, c'est quelque chose que vous observez aussi? Alors pour l'aspect réseau, on essaye de monter plein d'informations collectives où là ils vont être amenés à connaître les entreprises et on va essayer de, même s'ils n'ont pas forcément envie d'y aller, de leur dire mais attends, ça rentre dans ton projet pro, oui mais non, et on essaye vraiment de les motiver, quoi. Et ensuite, quand quelqu'un, en effet, est sorti en emploi, on invite cette personne à revenir on fait un petit goûter et elle décrit ce qu'elle fait actuellement. Et comme ça, les autres peuvent lui poser des questions. Et là, je sais qu'aussi, ils ont fait une raclette parce qu'il y avait eu 3 sorties d'un coup sur le chantier. Et aussi, ce qu'on faisait aussi avant, c'est qu'on mettait des petites affiches. A été dans le chantier et aujourd'hui il fait tel métier dans telle entreprise pour que les gens soient un petit peu motivés et sachant que nous les CIP après, je pense que c'est pareil chez vous, peut-être pas, nous ils sont suivis pendant 6 mois par la chargée d'insertion professionnelle. 6 mois après leur sortie, donc ils reviennent, donc on a toujours des nouvelles pendant 6 mois, donc on sait si ça s'est bien passé ou pas. Okay. Donc ensuite on pourra aiguiller ou pas d'autres salariés, si ça s'est mal passé, on n'aiguillera pas. Et aussi on a maintenant des salariés en parcours qui sont dans des entreprises depuis 1 an ou 2 ans et qui vont recruter, qui sont devenus un peu haut gradés et qui vont recruter des gens chez nous, quoi. Donc ça arrive aussi. Donc c'est des belles réussites, quoi. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Et
Oui, Siam, tu voulais Oui, réagir? je disais que c'est vrai que le retour d'expérience, c'est capital pour les salariés en insertion. Ils peuvent se projeter et du coup aussi questionner en fait ces anciens salariés qui eux-mêmes ont pu trouver de l'emploi pérenne et commencer effectivement à échanger et permettre effectivement d'étayer cette possibilité de se dire bah voilà pourquoi pas, j'ai envie de me projeter aussi sur l'entreprise et d'avoir des contacts et c'est peut-être même faciliter l'entrée dans le marché via justement ces retours d'expérience. Ouais. En se disant, bah oui, il était là il y a 3 mois, et là il est content, enfin, alors qu'avant il galérait avec... Enfin, pas il galérait avec moi, mais il était comme moi, quoi. Ouais. Donc en fait, ça passe vraiment plus par le réseau je pense. d'autres salariés, Ouais. de personnes qui ont un peu des mêmes parcours, à qui on arrive à qui servent s'identifier. d'exemple et de motivation, quoi. Voilà, que d'aller chercher d'autres professionnels du milieu classique pour réseauter, comme on pourrait le faire des fois sur LinkedIn, ou aller chercher des professionnels sur des thématiques. Ça, c'est plus compliqué. Ouais. Donc la première étape, c'est cette constitution d'un réseau proche. Et peut-être pour compléter, parce que sur la table ronde avant, ce qui était intéressant, c'est qu'eux, ils parlaient beaucoup des sorties positives. Et en fait, la question du réseau est revenue à de nombreuses reprises. Et il y avait quelques exemples quand même d'ouverture du coup de la structure d'insertion au réseau d'entreprises, mais aussi d'associations, avec cette idée que plus on mélange, plus c'est riche pour tous les participants, que ce soit les employeurs, les accompagnateurs ou les personnes accompagnées. Et du coup, il y avait quelques exemples qui avaient été cités, de rallyes en entreprise où les personnes peuvent aller rencontrer dans des entreprises directement des personnes du coup actives, voilà, et d'autres initiatives qui étaient aussi intéressantes, qui viennent compléter un peu ces qui vont au-delà du réseau professionnel, du coup. Oui, qui simplement professionnel, on va dire. Oui, ok, très bien. Bah, écoutez, moi j'ai un petit peu, on a un petit peu fait le tour des 4 grandes thématiques qu'on voulait aborder. Avant de passer à la conclusion, Fanny, tu voulais rajouter quelque chose sur le réseau? Parce que tu me dis on a dépassé le réseau professionnel, c'est pas seulement ça. Je voulais juste vous partager moi une initiative qui m'a marquée et je pense que ça peut être intéressant ici. C'est que donc il y a la question comment on augmente son réseau professionnel, mais aussi comment est-ce qu'on augmente son réseau de connaissances qui peut permettre parfois de plus nous déployer, mieux se connaître, prendre confiance. Et du coup, j'ai juste découvert Sub de Sub, qui est du coup un programme d'accompagnement pour des jeunes. Et je trouvais ça assez intéressant, en tout cas comme initiative. C'est que parmi donc, tout ce qu'ils ont mis en place, quelque chose qu'ils proposent, ils accompagnent vraiment à travers la pratique artistique, qui n'est pas du coup le but de former des artistes, mais juste qui en fait un vecteur de progression. Et donc, ils proposent à ces jeunes d'aller faire des films dans des bourgs, donc un peu entre le village et la ville, plutôt en zone rurale. Ce sont des jeunes qui sont soit en Seine-Saint-Denis, soit plutôt dans le quartier nord de Marseille. Et le but, c'est donc de filmer uniquement des personnes qui viennent de ces bourgs. Toute l'histoire, les personnages, tout doit venir de ces bourgs. Et donc, ce que expliquait la personne qui est en charge de ce programme, racontait que c'est comme s'il faisait une enquête anthropologique dans ce cadre-là. Donc, ils ne le présentent pas comme ça aux jeunes, mais en fait, c'est exactement ce qui va leur arriver. C'est du coup, tout d'un coup, ils vont sortir de leur environnement et ils vont aller rencontrer d'autres gens, créer du lien autre. Et du coup, je trouvais que c'était aussi intéressant sur cette réflexion sur le réseau de voir voilà, ce qui peut être imaginé. Voilà, donc je crois qu'ils publient leurs résultats, donc il y a des choses, je pense, intéressantes à aller piocher un peu partout. J'en profite parce que j'ai des questions sur le chat, donc je vous les partage. Donc on a François Pilar qui nous demande quel est l'outil numérique type ERP qu'utilisent les CIP, donc chargés d'insertion professionnelle, de vos structures pour le suivi des salariés. Et du coup, merci beaucoup parce qu'on a Sandrine juste après qui nous définit ce qu'est un ERP pour nous expliquer. Du coup, c'est un logiciel qui a pour objet de regrouper l'ensemble des données et des outils nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise. Alors, nous, on travaille sur Ming, qui est du coup, on l'utilise en interne, sur les différentes structures. Et ce qui nous permet en fait, déjà de mutualiser par exemple les ateliers qui sont mis en place. Donc ça nous permet en fait d'avoir une meilleure vision sur l'accompagnement et aussi pour le suivi sur les problématiques quand elles sont réglées, etc. pour les bilans. Et nous on travaille sur Siam. Donc pareil, je pense que dès que la chargée d'accompagnement fait un entretien, elle le note, et notamment pour le pli FSE qui nous demande
des comptes rendus. Voilà, c'est pas mal parce qu'on garde une trace. Et ensuite, au moment des bilans, normalement, on a toutes les stats qui sortent à peu près bien faites, quoi. Okay. Super, merci beaucoup. On avait d'autres questions sur le chat? Beaucoup d'échanges entre les participants, donc très intéressant comme dynamique de réseau qui se passe en ce moment en direct, mais sinon pas plus de questions. Avant de te laisser la main pour la conclusion de la table ronde, Fanny, Aurélia Louise Siam, je voulais savoir si il y avait une dernière notion, un dernier point que vous souhaitiez aborder ou une question que vous souhaitiez poser de manière croisée à une des intervenantes, ou est-ce qu'on a à peu près fait le tour? Moi, ça va. Oui. Ah, merci. Non, c'est bon. Ok, très bien. Et Fanny, je vais te laisser un petit peu le mot de la fin en tant que grand témoin de cette table ronde, et si tu peux nous partager un petit peu ce qu'on en retient et puis les pistes que ça ouvre aussi pour la suite. Oui, déjà merci beaucoup pour ces échanges. Je pense que déjà on ressort avec la conviction que ça vaut le coup de passer du temps à développer son réseau et de s'inspirer un peu de tout ce qui se fait. Donc j'ai noté quelques éléments, c'est pas du tout exhaustif. Je trouve qu'il y avait quelque chose qui est ressorti sur jouer avec les différents échelons. Donc on sent que parfois on a des problématiques très locales et du coup là il faut connaître les gens de son territoire, mais aussi parfois s'appuyer sur des réseaux plus nationaux. C'est vraiment aussi très, très riche. Il y a notamment la notion de la mutualisation qui m'a semblé vraiment intéressante. Donc on voyait qu'on peut mutualiser à la fois les partenariats, donc vous parliez de convergence et comment c'est plus facile du coup pour aller voir Franprix si on est tous ensemble, mais aussi de ressources disponibles. Donc ça, il y a des choses à faire. Je sais qu'il y a des ESAT aussi qui regardent comment se mettre ensemble pour financer parfois des postes d'accompagnateurs. Est-ce qu'il n'y a pas des choses intéressantes à nourrir dans ce sens-là? Alors je cite Nabila sur le chat qui montre qui en tout cas témoigne, pour elle la notion de réseau ça va aussi avec de la formation et des notions d'acculturation au réseau. C'est aussi accepter que parfois d'un côté qu'on ne sait pas et qu'on a besoin d'aide. Et puis vous disiez, c'est aussi accepter à l'inverse de rentrer dans une entreprise. Donc là, c'est presque l'effet inverse, c'est presque un excès d'humilité qui nous fait parfois ne pas oser aller vers l'autre. D'autres sujets, je trouvais qu'aussi c'était intéressant le côté de réorientation. Donc on se fait un réseau, mais aussi parfois on a le droit à l'erreur entre guillemets, et c'est fait pour ça, et le réseau est résilient pour ça. On a vu qu'il y avait pas mal de questions autour du passage d'informations. Donc en interne, comment est-ce qu'on arrive à aussi garder ces informations? On a vu qu'il y avait des initiatives assez originales comme des jeux, des ressourceries qui existaient. Je pense évidemment aux fiches pratiques de la communauté de l'inclusion. Potentiellement, on va pouvoir continuer à enrichir ces formats et travailler tous ensemble pour voir comment ces ressources, cette connaissance continue à se diffuser. Et autour du passage à l'information, vous avez mentionné le problème du turnover. C'est tout à l'heure dans une table ronde quelqu'un qui disait comment on fait pour que le réseau ne soit pas associé à une personne qui du coup un jour va potentiellement partir et donc on va avoir tout ce travail qui a été fait qui va disparaître, mais comment le réseau est auprès de l'organisation et donc comment on a les bons outils pour ne pas perdre du coup cette information. Un autre sujet, donc, c'était le côté réseau aussi entre candidats, les échanges entre candidats, ceux qui sont sortis, mais aussi ceux qui sont accompagnés. Candidats, là, du coup, personne en insertion. Vous parliez du quart d'heure d'emploi, je crois, qui peut être intéressant pour s'inspirer, entendre d'autres, avoir des retours d'expérience. Ça, c'est très riche. Un commentaire sur le chat, ce qui était intéressant, sur la partie comment on aide notamment des nouveaux CIP à créer son réseau, qui disait qu'il y a un sujet sur les acronymes. En fait, déjà, quand ils arrivent, c'est extrêmement difficile de comprendre les acronymes. Et alors, en plus, quand ils doivent s'ouvrir à d'autres thématiques, là, à nouveau, des hordes d'acronymes. Comment on fait? Est-ce qu'il n'y a pas aussi juste un enjeu à être plus simple? Alors on a essayé de le faire dans cette table ronde et dans le long de cette journée, mais on a vu qu'en fait c'est assez difficile et je pense qu'on a quand même utilisé pas mal d'acronymes. Le côté que tout est bon à prendre, toutes les opportunités. Je trouvais ça intéressant quand vous disiez que finalement les personnes accompagnées
apprennent aussi à mobiliser même leur réseau personnel. Et qu'en fait, on se rend compte que voilà, il y a des opportunités partout, mais aussi avec nos partenaires. Vous parliez de Refer, où en fait finalement ça devient potentiellement, ça permet des sorties positives, et que du coup, dès le début de l'accompagnement, ça peut être quelque chose à être intéressant à travailler, la possibilité de faire son réseau. Voilà, et puis il y avait un retour dans le chat qui disait que si les CIP, enfin les chargés d'insertion professionnelle, ont vraiment un gros travail autour du réseau, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit reconnu parmi leurs missions et que ce ne soit pas invisibilisé et du coup un peu oublié, ou ils doivent faire leur réseau un peu sur le côté. Donc ça, voilà, c'est plus une question aussi d'organisation. Donc voilà, tout ça très en vrac, mais en tout cas c'était très riche et très intéressant pour nous, ça nous a vraiment beaucoup nourris. Et du coup, il y a aussi cette question de comment est-ce que nous, on participe à faciliter ce réseau. Est-ce que là, en ligne, du coup, ça vous a permis de rencontrer des gens? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Ce sera toujours voilà, des questions qu'on aimerait vous poser, et on sera toujours très intéressés pour avoir votre aide voilà, pour qu'on fasse mieux. Merci beaucoup Fanny pour cette conclusion. C'est vrai qu'on l'avait dit au début, on s'en rend compte à la fin, il y a plein d'opportunités qui naissent de cette logique de réseau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour partager cette table ronde, Aurélia, Louise, Siam, Fanny. Et puis il ne me reste plus qu'à remercier aussi les gens qui étaient avec nous pour cette dernière table ronde de la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.